L'air du temps. L'air du temps, une émission d'actualité en direct animée par Marc Wielinski. Analyse de l'actu, décryptage, commentaires, débat en live avec nos chroniqueurs. L'air du temps, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui de fake news, désinformation, intox, tous ces mots qui désignent une réalité maintenant bien connue. Nous le ferons avec Agnès Buzyn, médecin, ex-ministre de la Santé. On est ravis de vous avoir à l'air du temps aujourd'hui. Bonjour. Laurent Capelletti, économiste, professeur au CNAM, éditorialiste. Bonjour. Et Mathieu Slama, analyste politique, essayiste, enseignant en communication. Bonjour. À l'heure où les réseaux sociaux sont devenus notre principale source d'information, il est devenu très difficile de faire la part des choses entre l'information, la fausse information, la rumeur, la désinformation, etc. On a commencé à parler beaucoup de ce phénomène lors des élections de Donald Trump aux États-Unis, qui avait, semble-t-il, massivement utilisé, puis celle de Jair Bolsonaro au Brésil, la campagne anti-Brexit de Boris Johnson aussi. Et on sait maintenant que, stimulé par la crise du Covid et la guerre russo-ukrainienne, la production et la diffusion de fausses nouvelles ont pris un caractère professionnel avec des agences plus ou moins discrètes dont la spécialité est d'inventer et de diffuser de fausses informations pour le compte de clients anonymes le plus souvent. Ce n'est plus uniquement le monde politique qui est maintenant en cause, l'industrie est même massivement touchée. En janvier dernier, sur les réseaux sociaux russes, circulait la photo d'un militaire de l'armée russe tenant un carton rempli de boîtes de conserve de la marque Bonduelle, prétendument accompagné de cette carte de vœux « Chers soldats, bonne année et nous vous souhaitons une victoire rapide ». Nous allons revenir aujourd'hui sur ce phénomène. Pourquoi ces fake news? À qui profitent-ils? Quelles sont les relations avec les groupes de pression, les groupes politiques, industriels, ou avec les thèses complotistes de tout poil qui fleurissent sur les réseaux et ailleurs. Agnès Buzyn, en tant que femme politique, personnage public, vous avez été en première ligne au moment de la pandémie et après, et vous avez vécu les tourments de cette pseudo-information débridée. Oui, et j'ai envie de peut-être rajouter à votre constat quelque chose qui m'a frappée et qui n'est pas suffisamment peut-être rappelé, c'est la porosité entre les réseaux sociaux aujourd'hui tels qu'ils fonctionnent, et notamment Twitter, et la presse. C'est-à-dire que ce ne sont pas deux médias qui ne se parlent pas. Beaucoup de comités éditoriaux aujourd'hui se réunissent le matin dans certains journaux nationaux et regardent ce qui est monté sur Twitter. Et donc, en réalité, cette désinformation, ça n'est pas une spécificité des réseaux sociaux, puisque la presse régulière s'en empare sans toujours être en capacité de décrypter d'où vient cette information, d'où vient tout d'un coup un engouement pour un sujet. Et c'est effectivement, malheureusement, ce que j'ai pu vivre à mes dépens le 16 mars 2020, avec des réseaux sociaux essentiellement alimentés par l'extrême droite française, notamment les groupes autour de Soral, Dieudonné, des députés du Front National qui ont relayé ces informations, des réseaux Facebook de Gilets jaunes qui l'ont amplifié, des bots russes, et qui ont fait monter l'information que je n'aurais rien anticipé pour cette crise et qui ont mis sur les réseaux sociaux une vidéo tronquée de janvier 2020 où on supprimait la moitié de la phrase d'une de mes conférences de presse qui disait exactement le contraire
qui était en fait que j'étais inquiète de la pandémie, donc on coupe une phrase, on me fait dire que le risque est faible, on me fait passer pour une idiote finie, une incompétente, et ça imprègne immédiatement l'opinion publique. C'est publié par le journal Le Parisien, et puis progressivement, je vois cette vidéo apparaître sur les chaînes Tout Info, et tous les journalistes français. Alors ça, c'était à quel moment? C'était au début de la pandémie? C'est le jour du confinement, en fait, donc le lendemain de l'élection municipale, le 16 mars. Ça monte sur les réseaux sociaux. Le Parisien publie une info qui reprend cette vidéo tronquée de moi venant de l'extrême droite française, sans aucun recul. Et tout d'un coup, je deviens le bouc émissaire de la France, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'ensemble de la presse nationale, régionale, les éditorialistes des chaînes Tout Info considèrent que je suis la personne qui a laissé le virus rentrer en France, que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, que je n'ai rien vu, en plus que je serais une imbécile finie, et que je n'ai évidemment pas préparé le pays. Ce qui est évidemment totalement faux. Mais quand vous êtes face à ça, que vous êtes le premier jour du confinement chez vous, que vous n'avez pas de service de communication, j'étais une candidate en campagne, je n'avais plus de com, tout le monde était confiné, vous n'avez aucun moyen de lutter. C'est un tsunami de fausses informations qui imprègne l'opinion publique. Mais vous étiez ministre de la Santé, vous étiez effectivement la victime expiatoire toute désignée. Alors, ça n'est pas à moi de le dire. C'est-à-dire que je pense que d'abord, j'étais une femme. On aime bien s'en prendre aux femmes sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'assez facile et qu'on retrouve assez facilement. Et puis, j'étais juive. Et puis, mon mari avait joué un rôle comme PDG de l'INSERM. Il s'était retrouvé un jour à une inauguration du PK de Wuhan et tout d'un coup... je dirais des faits réels, en fait, sont empilés les uns aux autres pour créer une fausse information qui est que nous aurions une responsabilité dans la pandémie de Covid. Et évidemment, l'antisémitisme là commence à jouer un rôle puisqu'on nous représente en train d'empoisonner les puits. C'est une vieille histoire. Et voilà, cette vieille histoire de la sorcière qui empoisonne les puits, ça date du Moyen-Âge. Et les épidémies au Moyen-Âge, on cherchait le juif, bouc émissaire, la sorcière, bouc émissaire, qui empoisonnait les puits et faisait mourir les gens. Et donc cette image très forte dans l'inconscient collectif, elle est réapparue de façon évidente, elle a circulé, elle circule encore sur les réseaux sociaux et j'ai encore des menaces de mort régulières qui fait que je suis sous protection policière depuis maintenant plusieurs années. Mais Agnès Buzyn, vous dites à ce micro, clairement, au micro de l'Air du Temps, que c'est quelque chose qui a été orchestré par l'extrême droite. Ça veut dire que vous avez sourcé, il ne s'agit pas d'une malveillance de quelques personnes, là vous avez sourcé une polémique, une campagne qui était dirigée contre vous et dont vous pouvez identifier l'origine. Oui, alors un certain nombre d'émissions ont eu lieu sur ce sujet, une très bonne émission de France 5 qui s'appelle La fabrique du mensonge. Elle a été, je crois, diffusée en avril 2022 et c'était sur antisémitisme et crise. Donc ils ont tiré le fil. Moi, j'avais interrogé le service d'information du gouvernement à l'époque où c'est arrivé, puisque c'était vraiment très très violent. Et donc le secrétariat du gouvernement avait fait l'enquête. Et donc on a pu sourcer. Je rappelle quand même que les vidéos de Soral et Dieudonné aujourd'hui sont vues des millions de fois. Et toutes ces vidéos tronquées, ces messages de haine sur moi et mon mari à cette époque-là étaient visionnés dans des réseaux Facebook de Gilets jaunes des millions de fois. Donc ça n'est pas anecdotique. Ce qui est problématique pour moi, ça n'est pas tant que ça existe, c'est que la presse régulière ne fait pas le travail de décryptage et s'empare d'une information comme si c'était la vérité. Et c'est là où ça rejoint quelque part la manipulation de l'opinion pour des élections. On l'a su pour les élections américaines ou anglaises. On est très mal
très très mal préparé. Je pense qu'on ne sait pas lutter contre des bots. Ça nécessite des moyens et une envie. Ça nécessite de faire comme les autres, c'est-à-dire de balancer des informations en grand nombre avec des outils informatiques. Je ne suis pas sûre que les démocraties européennes soient préparées et aient même envie d'utiliser ces moyens-là pour lutter contre la désinformation. Mais comment, dans cette période où il y a eu ce déferlement de fake news, d'informations, etc., qui étaient orientés contre vous, comment l'environnement politique autour de vous a réagi? Est-ce qu'on vous a soutenu? Est-ce qu'on vous a proposé des outils tout de suite pour lutter contre ça? Ou on a l'impression que vous étiez seul face à ce déferlement de violence verbale? Alors, sincèrement, j'ai été très très seule. Contre l'antisémitisme qui est apparu à ce moment-là, j'aurais aimé que la ministre en charge, Marlène Schiappa, en charge de la lutte contre la discrimination, le racisme, l'antisémitisme, dise un mot. Il n'y a pas eu un mot. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des voix très fortes pour me protéger. Il faut dire, à la décharge peut-être de tout le monde, que c'est la même semaine où Didier Raoult est apparu avec un traitement miracle, l'hydroxychloroquine. Et il y a eu cette folie collective autour de la chloroquine qui a débordé tous les partis politiques. C'est-à-dire que je pense que personne ne pouvait résister à cet engouement, à l'idée qu'on aurait un traitement miracle contre le Covid. Donc il y a eu 2-3 mois de folie en France où il est devenu la personne publique la plus appréciée en France. Et comme il nous a désignés, mon mari et moi, comme ses ennemis numéro 1, personne n'avait envie de se confronter au gourou. Personne ne voulait prendre la parole et osait contredire Didier Raoult. Donc, si vous voulez, je me suis retrouvée non seulement projetée à l'avant-scène par les réseaux sociaux d'extrême droite, et ensuite complètement amplifiée par les pro-Raoult. Et à l'époque, c'était une grande majorité de la population française, de gauche comme de droite. Donc, aucun soutien politique, aucun soutien associatif. Une très grande difficulté. On a l'impression que ce genre de phénomène fait peur, finalement, que chacun se retranche un peu, se met aux abris, lorsqu'un tel tsunami, c'est vous qui avez employé le terme, apparaît. Oui, je pense qu'il y a un problème de courage aussi. Le courage, j'aime beaucoup ce livre de Cynthia Fleury qui s'appelle « La fin du courage ». Je crois que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans nos sociétés. Il faut avoir la force mentale pour s'opposer dans un tel océan de haine et de fausses informations. On va revenir sur ces phénomènes. Laurent Capelletti, vous qui êtes économiste, professeur, qui avez un peu de recul, qui voyez peut-être tout ça d'une façon un peu générale, comment vous réagissez par rapport à un phénomène de ce type, comme ce qu'a vécu Agnès Buzyn? Moi, on va dire que ça peut sembler avoir du recul, oui, mais d'un autre côté, c'est les enseignants-chercheurs, la connaissance est notre métier, la production de la connaissance. Et donc, la déconnaissance, c'est-à-dire qu'une fake news, du complotisme, en fait, c'est plus qu'un mensonge. En fait, c'est un mensonge pour manipuler. On est sur une dynamique. Avec derrière donc des stratégies et qui peuvent s'appuyer sur une industrialisation. C'est ce que permettent les réseaux sociaux. Donc nous, j'allais dire, et moi en particulier, ça nous intéresse très directement. C'est-à-dire, quelle est la différence entre la connaissance et la déconnaissance. Et dans le cas donc d'Agnès Buzyn, moi ce que j'avais fait modestement, c'était d'écrire en fait des tribunes pour dire que d'un point de vue de la connaissance, Agnès Buzyn avait fait au mieux compte tenu des connaissances qu'elle avait au moment où elle a pris les décisions qu'elle avait. Voilà. Et je regrette que, je suis content de l'avoir fait, quand je l'ai fait, c'est vrai qu'il y avait j'ai fait dans les Échos une tribune, et j'ai regretté effectivement que les spécialistes, et c'est là où je trouve qu'il faut s'interroger et il faut trouver des solutions, que des spécialistes logiquement de la connaissance, alors enseignants-chercheurs et médias, journalistes, effectivement, n'aient pas de réflexe, manque de réflexe
pour, en fait, à un moment donné, statuer en disant « ça, c'est de la connaissance, ça n'en est pas ». Mais juste ça. Parce que l'opinion, c'est pas de la connaissance, mais liberté d'opinion, liberté de pensée, liberté de croyance, dans un cadre... Mais ce qui est dangereux, c'est l'assimilation. C'est quand une opinion, on la fait passer pour une connaissance. C'est quand une croyance, on la fait passer par une connaissance. Donc, c'est pas interdire l'opinion, la croyance, etc. C'est pas du tout ça. C'est simplement qu'à un moment donné, il faut des marqueurs pour dire ça, vous en pensez ce que vous voulez après, mais ça, c'est de la connaissance, ça n'en est pas. Mais Laurent Capelletti, et on manque, je trouve, on manque globalement de notre société, manque de réflexe à cet égard. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème de rapidité? Parce qu'une fausse information qui circule, c'est immédiat, c'est la vitesse électronique. Alors que vérifier déjà une information, ça prend un peu plus de temps. Donc, les journaux ont une seule trouille, c'est d'être en retard sur les réseaux sociaux d'une information. Donc, ils préfèrent à la limite, ils préfèrent prendre le risque. C'est ça le problème. Ils préfèrent prendre le risque de dire, même avec des précautions oratoires, etc. Mais ils contribuent à faire circuler quand même l'information, la fausse information. Et vous parlez de la connaissance, ça prend encore plus de temps de vérifier une connaissance. Si vous me laissez quelques minutes... Ah bah, bien sûr, Laurent. Donc, il y a deux niveaux. Il y a un niveau, j'allais dire, de citoyen, et puis après, il y a un niveau de comment industriellement on lutte contre cette industrie qui est devenue effectivement la fabrique de fake news, le complotisme, de déconnaissance. Au niveau citoyen, déjà, certains instituteurs, professeurs des écoles commencent à le faire. Il faudrait que dans les écoles de journalisme, ce soit, je pense, mieux développé. C'est ce qu'on appelle l'épistémologie pour les nuls. L'introduction à l'épistémologie. L'épistémologie, c'est la réflexion sur la qualité de la connaissance. Et en épistémologie, on apprend à faire la différence entre la connaissance, la croyance, l'opinion, au travers d'exemples très concrets. Je vais en prendre un si vous êtes d'accord. Donc, à l'issue du débat, ça va être un peu provocateur, hein, mais c'est pour qu'on comprenne bien. À l'issue de l'interview d'Emmanuel Macron, on a eu la formulation... L'interview qui a eu lieu mercredi. Mercredi dernier, voilà. Où il a réaffirmé qu'il ne bougerait pas, etc. On a eu la formulation d'une opinion, de plusieurs opinions concernant cette interview. Par exemple, M. Martinez a dit « c'est du foutage de gueule ». Bon, ça c'est une opinion. Il n'y a rien à dire. Et il n'a pas assimilé ça à une connaissance. Donc là, j'allais dire très bien, en avant. On a une députée NUPES, je me suis permis de tweeter hier soir, Madame Guettet, qui elle a dit, regardez, et c'est un petit exemple de complotisme, j'allais dire la petite semaine. Voilà. Elle a dit, regardez. Complotisme ordinaire. Complotisme ordinaire. Voilà. Mais le grand complotisme, c'est exactement les mêmes ressorts. Elle a dit, regardez, Emmanuel Macron, il a enlevé sa montre en interview, c'était vrai, et il a enlevé sa montre à 20 000 € pour pas provoquer, en fait, l'ouvrier, le prolétaire. Ce qui est complètement faux. Voilà. En fait, il avait une montre... c'est idiot, parce que s'il avait voulu l'enlever, il ne serait pas... Mais justement, donc, c'est du complotisme dans le sens où elle part d'une base de vérité, elle sort en fait une déconnaissance, en fait une fake news, mais pour alimenter son fonds de commerce, parce que derrière la plus pure des idées, en complotisme, il y a en réalité des luttes de fonds de commerce. Et puis dans cette interview, Emmanuel Macron a dit, de mon point de vue, des choses qui relèvent de la connaissance, c'est-à-dire on ne peut pas financer nos systèmes sociaux sans un travail, parce que c'est le seul moyen, le seul facteur actif de création de valeur, c'est le travail. Et après, il a formulé des stratégies reposant sur cette connaissance. Et là, les stratégies, de nouveau, on retombe sur des choses, donc lui disant, compte tenu de ça, ma stratégie, c'est d'allonger la durée de vie au travail. Et là, on tombe sur des stratégies fondées sur la connaissance qui, de nouveau, redeviennent, comme l'opinion de M. Martinez, redeviennent complètement discutables. Donc, si je résume, pour moi, le grave est là où il faut des réflexes, mais à apprendre, j'allais dire, dès la petite enfance. Et ma fille, d'ailleurs, qui est en CM2, en fait, sa professeure des écoles, en fait, leur apprend des petites triangulations. Parce que beaucoup sont sur TikTok,
Et sur TikTok, il y a un ramassis en fait de fake news qui est absolument hallucinante. D'ailleurs, souvent produite en fait par les Chinois, les trolls poutinistes, etc. Et elle leur apprend quelque chose de très simple qui marche en épistémologie, c'est la triangulation des sources. C'est-à-dire quand on n'est pas sûr d'une information, on cherche 3 sources différentes qui l'émettent. Et effectivement, si sur ces 3 sources, quand on est remonté à la source, on se rend compte que c'est 3 professeurs bidons qui n'existent pas ou 3 sources débiles, en revanche, si c'est 3 sources fiables, là on peut... Et c'est ça qu'à mon avis... Alors je pense que les journalistes sont gênés parce qu'ils mélangent opinion et connaissance. C'est-à-dire que quelqu'un dit, fait de la déconnaissance. Voilà. Et en fait, le journaliste n'intervient pas, peut-être en se disant, c'est de l'opinion, liberté d'opinion, etc. Et là, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Et dernier point, après je laisse la parole. En réalité, ce dont on parle, c'est vieux comme le monde. Vous l'avez rappelé. La propagande, les fables, le protocole des sages de Sion, etc., etc. La grosse différence aujourd'hui, c'est effectivement l'industrialisation que permettent les réseaux sociaux de cette déconnaissance. Et là, j'en finirai là, au-delà de ce niveau citoyen de chacun, d'avoir des outils en fait pour trier le bon grain de livret, il faut effectivement en fait que, en tout cas nos démocraties, effectivement se saisissent et trouvent des moyens en fait de lutter contre cette massification, cette désinstruction dont on paye les pots cassés également, par exemple en Afrique. Des militaires en fait se rendant compte en disant on a fait une grosse erreur en fait au Mali. On pensait que les réseaux sociaux ça servait à rien, alors que pendant le même temps en fait les trolls poutinistes et russes alimentaient en fait de fake news contre les Français en s'appuyant sur une base toujours pareil, vérité, nous avons été colonialistes, et en appuyant là-dessus en fait pour monter les populations contre nous. Mathieu Slama, j'ai une petite question à vous poser, vous qui êtes très actif sur les réseaux sociaux. Comment vous réagissez à ce qu'a vécu Agnès Buzyn et voilà, comment vous voyez déjà, ça? c'est très marquant et d'un point de vue humain, on se rend compte de l'impact que ça peut avoir humainement. Enfin, ça peut détruire des vies. Enfin, heureusement qu'il y a des gens plus ou moins solides, mais c'est vrai que déjà on est marqué par la dimension harcèlement non contrôlable, d'une violence inouïe humainement. Et ça, j'avoue que dans votre témoignage, moi, ça me marque énormément. Et justement, je voudrais rebondir à ce que vous avez dit, parce que j'ai vécu ça, moi, personnellement, d'un peu près. D'une part par rapport à ma présence sur les réseaux sociaux, mais aussi parce que j'ai été un des opposants à la politique sanitaire du gouvernement. Mais il se trouve que j'étais, je pense, peut-être une des rares voix médiatiques, en tout cas, à avoir été donc un opposant, mais tout en étant pour la vaccination, tout en étant pour la parole scientifique, etc. Et donc, j'ai vécu toute cette période de très très près. Voilà. Et il m'arrivait quelque chose alors évidemment je me permettrai absolument pas de comparer avec vous parce que voilà, mais il m'arrivait quelque chose d'assez étonnant, c'est que du coup comme je suis devenu une des figures de l'opposition à la politique du gouvernement, tout d'un coup je me suis mis à recevoir plein de messages de gens, et alors qu'ils commençaient à m'envoyer des trucs scientifiques, des trucs sur le vaccin, etc. Et je comprenais rien. Et puis je me suis rendu compte que tout ça était complètement fou, et que c'était en fait de la désinformation pure et simple de gens qui n'avaient aucune formation scientifique, ou très très peu, des gens qui sont des charlatans, et qui en fait, avec une assurance, moi qui me paraissait folle, une espèce de certitude comme ça, une assurance, vous expliquer pourquoi le gouvernement mentait sur alors l'hydroxychloroquine, voilà, pourquoi le gouvernement mentait sur le vaccin, etc. Et en fait, il s'est avéré que moi, quand j'intervenais à la télévision ou quoi que ce soit, je rappelais toujours que j'étais pour la vaccination et pour l'importance de la confiance dans le discours scientifique, et l'importance surtout du consensus scientifique qui me paraissait important. Et alors là, tout d'un coup, je me suis mis à recevoir des messages d'insultes
mais en nombre sur les réseaux sociaux, en mode ah mais en fait Slama est un membre de l'opposition contrôlée, enfin c'est des termes de complotistes quoi, voilà, etc. L'opposition contrôlée. Voilà, opposition contrôlée, je sais pas quoi, en fait il est guidé par le gouvernement pour faire croire qu'il y a, etc. Et c'était quelque chose d'en masse, et je me suis aperçu de plusieurs choses. D'abord que j'ai eu aussi des attaques antisémites. Voilà, et ça c'était assez frappant. La dimension antisémite du complotisme autour de la pandémie, qui je pense en fait révèle les liens profonds entre la question antisémite et l'antisémitisme et le complotisme. Ça m'a paru assez évident. Et aussi, je me suis rendu compte, après la guerre en Ukraine et la guerre, tout ce qui s'est passé après, qu'en fait, les mêmes qui avaient le discours anti-vax, etc., étaient les mêmes qui se sont mis à défendre la dictature poutinienne. Et là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas nouveau, je crois que je suis d'accord avec ça, mais qui est qu'au fond, il y a un lien fondamental entre la parole complotiste, le discours complotiste de manière globale, dans son éthique, voilà, et l'extrême droite, quoi. Et que les deux, en fait, se rejoignaient majoritairement. Je pense pas que tous les complotistes sont d'extrême droite, mais je pense qu'une majorité de complotistes sont d'extrême droite. J'ai eu le droit aussi, moi, à des attaques par Soral, comment s'appelle son truc, il a une espèce de site, voilà, où je me suis aussi fait brocarder, bref, et je pense qu'on analyser le complotisme en dehors de sa dimension politique me paraît compliqué, au sens où je pense qu'il y a un lien, il y a une dimension politique dans le complotisme. Il y a une dimension, presque une arme politique qui est utilisée par une partie de l'extrême droite. Et d'ailleurs, je trouve que le lien entre les deux est assez logique, au sens où, dans les deux cas, c'est une sorte de paranoïa sur le monde, une sorte de haine totale des élites. Hein. Vraiment, c'est l'idée que les élites visent à faire du mal au peuple. Ça, c'est quelque chose qui est assez flagrant dans tous les discours complotistes, quels qu'ils soient. C'est dans la désinformation la plus totale. Je pense que l'extrême droite est le groupe politique qui pratique le plus la désinformation. Donc, c'est vraiment le manque d'éthique totale dans on va dire, la guerre informationnelle. Voilà. Et dans cette espèce de vision presque, fantasmée d'un monde qui est contrôlé par quelques-uns et qui, au fond, juste pour finir, d'où, encore une fois, le lien avec le complotisme, l'idée d'un complot juif ou quoi que ce soit, qui fait partie aussi d'une certaine matrice d'extrême droite. Et juste pour finir, donc moi j'ai eu cette expérience-là. Et du coup, ça m'a permis aussi de comprendre aussi, et peut-être qu'on y reviendra après, mais les causes de tout ça. Pourquoi une telle folie? Pourquoi une telle défiance absolue? Pourquoi une telle déraison dans cette espèce de paranoïa sur les élites, etc. Et moi, j'ai l'impression quand même que, à mesure que, il y a quelque chose qui nourrit, à mon sens, le complotisme, et là peut-être qu'on ne sera pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une chose qui nourrit le complotisme, c'est quand les démocraties libérales ne sont pas fidèles à leurs valeurs. Voilà. Et que quand une démocratie libérale n'est pas fidèle à ses valeurs, elle nourrit le complotisme, parce que les complotistes vont dire « Regardez, ils se prétendent démocrates, etc., mais ils ne le sont pas. Regardez, ils mettent en place des états d'urgence. Regardez, ils mettent en place des politiques liberticides. » Et pareil sur la question des politiques sociales. Quand les démocraties libérales rompent trop avec la valeur d'égalité, la question de la cohésion sociale qui est quand même importante, eh bien, vous allez nourrir le complotisme et les complotistes qui vont dire « Regardez, ils ne gouvernent que pour eux, ils sont dans leur entre-soi, et finalement, les pauvres, etc., etc. » Et donc, je pense qu'on ne peut pas s'exonérer, quand on parle du complotisme, d'une réflexion sur les causes de tout ça. Et je pense aussi que les démocraties, moi c'était ma critique que je formulais au moment de la politique sanitaire, c'était que nos démocraties trahissaient un petit peu leurs idéaux de liberté, d'émancipation, et que ça c'était quelque chose qui, il me semble, a peut-être aussi un peu nourri la parole complotiste. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Agnès Buzyn. Voilà. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, d'abord, peut-être deux bémols.
c'est vrai que c'est majoritairement l'extrême droite, c'est parti de l'extrême droite, mais ça a été extrêmement bien repris par LFI. Et aujourd'hui, les attaques, ou la France Insoumise, et aujourd'hui, les attaques que je reçois, elles viennent de façon régulière des députés de la France Insoumise et des députés du Front National. J'ai reçu la Légion d'honneur il n'y a pas très longtemps pour ma vie professionnelle. Les attaques venaient des deux et elles sont régulièrement des deux. Le complotisme s'est retrouvé dans les deux partis. La fascination pour Raoult s'est retrouvée dans ces deux partis. Après, bon, à un moment, ça a été la droite française, mais aujourd'hui, s'il y a encore des gens fidèles à... c'est son côté anti-système qui plaît. Et donc, aujourd'hui, ce sont les deux extrêmes qui continuent d'alimenter le complotisme. D'ailleurs, M. Cappelletti venait de parler de l'exemple de la montre du président de la République. C'est une députée de la France Insoumise qui a prétendu qu'il avait retiré sa montre parce qu'elle était chère, alors qu'elle faisait du bruit sur la table. Donc, en réalité, ça n'est pas que l'extrême droite. La deuxième chose, c'est pourquoi c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué quand vous êtes un démocrate et que vous êtes justement que vous avez des valeurs et que une des valeurs c'est la confiance, la vérité, parmi les valeurs démocratiques. C'est que comme le complotisme se nourrit de faits réels, on appelle ça le millefeuille, c'est-à-dire que vous avez dans une théorie complotiste un certain nombre de faits réels que tout d'un coup les complotistes alignent, c'est-à-dire ils trouvent des liens entre ces faits réels et lui trouvent une signification, un sens. En réalité, vous êtes inquiet, quand vous voulez être transparent, d'alimenter le complotisme en donnant, par exemple, en émettant des doutes. Je dis n'importe quoi, mais imaginez qu'on ait un doute sur un effet secondaire d'un vaccin. Est-ce que dans l'hystérie du moment, vous pouvez le dire, vous imaginez. Et donc, en réalité, vous enfermez, à cause de ce complotisme et cette folie d'interprétation, vous n'êtes même plus en mesure de délivrer la vérité sans avoir l'inquiétude derrière d'alimenter. C'est ça, voilà. Vous êtes coincé et donc en fait. Vous êtes coincé. Et alors, ouais. il y a vraiment une phrase d'Anatole France que j'adore et je la cite souvent, et c'est vraiment, je ne sais pas comment on la dépasse. Les modérés s'opposent toujours modérément à la violence. En fait, quand vous êtes justement un démocrate, modéré, en fait, vous ne savez pas faire. Vous n'avez pas les outils et ça nécessiterait des outils qui sont ceux que vous dénoncez. Et c'est cette impossibilité-là qui rend cette bataille très inégale, très inégalitaire. Et est-ce que c'est pour ça, Laurent Cappelletti, finalement, que les extrêmes, en fait, utilisent plus volontairement cet outil? Vous donniez l'exemple de cette députée d'LFI qui a projeté une espèce de... Donc, l'utilisation de ce genre de fake news est beaucoup plus efficace qu'une démonstration de faisabilité ou une démonstration sur tel ou tel fait. Si on en reste sur cet exemple trivial de la députée Guettet, le grave, au fond, c'est pas son complotisme ordinaire. Le grave, c'est que, ayant eu révélation de la connaissance, de la réalité, elles le maintiennent. Voilà. Là, c'est typique d'une structure, en fait, mentale complotiste. C'est-à-dire, en fait, je ne reviens pas... Est-ce que c'est une structure mentale ou c'est simplement une espèce d'utilisation d'un outil moi je dis c'est pour ça. cynique, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que pour dire les choses clairement. Là, on est sur cet aspect-là. On est sur parce qu'on ne peut pas y croire. Le complotisme tendant à... mais un complotiste parfois ne croit pas en ce qu'il révèle. C'est manipulatoire, voilà. C'est de la déconnaissance. Derrière, en fait, le but, c'est d'alimenter Macron, président des riches, qui se fout de la gueule des prolétaires. C'est ça le but. Et j'agrège mon fonds de commerce, je l'alimente. C'est pour ça que les complotistes, dans le sens industrialisation et technique, notamment par les réseaux sociaux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est la fin des démocraties libérales. Donc en fait, les démocraties libérales, elles n'ont pas à s'excuser. Et d'ailleurs, dans les pays non démocrates, libéraux, à l'origine, en fait, d'usines à complotisme,
la Chine, par exemple, et la Russie, bah, ils ne se posent pas de questions. Hein. Ils ont coupé le courant des réseaux sociaux. Voilà. Donc, non, en revanche, nos démocraties libérales, alors peut-être qu'il y a un devoir, comme Mathieu le suggère, de plus grande exigence par rapport à ce qu'elles défendent. Why not? Mais il y a surtout en fait un devoir de réflexion profonde sur comment on va se défendre, effectivement, de cette industrialisation qui est en cours pour nous mettre en péril, pour nous dézinguer, en fait. Voilà. Alors, Agnès Buzyn et après Mathieu Slama qui va répondre. Alors, juste pour rebondir sur l'industrialisation de la désinformation, je ne sais pas si vous avez lu Le Mage du Kremlin, mais qui est très intéressant, c'est l'aspect romancé de la montée au pouvoir de Poutine. C'est un très bon livre. Et moi, il m'a éclairé. Absolument. Il m'a éclairé parce qu'en réalité, il ne manipule pas l'information dans un but précis pour faire monter un parti politique. Non, il manipule l'information dans tous les sens pour créer le chaos. C'est-à-dire qu'ils manipulent, ils alimentent autant les extrêmes de droite, de gauche, les pour, les contre, et en réalité, ce qui compte pour eux, c'est l'hystérisation de la société. C'est le fait qu'à un moment, les gens ne puissent plus parler tellement il y a de haine. Et donc, c'est pas du tout une manipulation. C'est agiter le chiffon rouge en permanence. Absolument. Alors, en Afrique, c'est un peu différent parce qu'ils ont vraiment monté un certain nombre d'opinions publiques africaines contre la France. Mais dans les démocraties libérales, aujourd'hui, ils alimentent tout. Et c'était intéressant, j'avais lu un papier là-dessus, ils avaient alimenté au moment de la mort de George Floyd aux États-Unis, ils avaient alimenté autant les partis qui défendaient évidemment la cause des Noirs que les partis extrêmes suprématistes blancs. Et en réalité, ce qu'ils veulent, c'est de la confrontation. Ils veulent du chaos. Et une fois qu'ils ont obtenu le chaos, évidemment, nos démocraties sont fragilisées parce que nous ne savons pas faire. Et si nous utilisons des armes que nous ne voulons pas utiliser, notamment des armes de force. Donc c'est très, très compliqué. Mathieu Slama. C'est vrai qu'il y a un objectif, je pense, de la part de certaines puissances étrangères qui sont autoritaires, un objectif de déstabilisation. Et je pense en effet qu'il y a un côté la fin justifie tous les moyens et une stratégie de la fake news, de la désinformation qui fait partie de leur diplomatie, quasiment. Il y a une chercheuse qui s'appelle Asma Mala qui est formidable là-dessus et qui analyse tout ça très très bien, la manière dont en fait la désinformation fait partie des armes diplomatiques d'un certain nombre de pays comme la Russie, la Chine, etc. Je voudrais juste ajouter 2 points très rapidement dans notre réflexion pour à l'alimenter un petit peu et préciser quelques points. Je pense qu'il faut quand même être précis sur la définition du complotisme. Parce que, par exemple, il y a quelques... Je crois que c'était... Non, l'année dernière, quand il y avait beaucoup de réflexions, beaucoup de livres qui sont sortis sur le complotisme, de gens, d'ailleurs, tout à fait intéressants, de journalistes, des gens qui font un travail formidable. D'ailleurs, certains, j'ai pu échanger avec eux pendant la pandémie, et ils étaient, mais alors, au front pour lutter contre la désinformation. Et je pense que c'est important quand même de dire qu'il y a aussi des gens qui, alors que ce soit dans les équipes de, comme on appelle, de débunkage, là, dans les médias, à Libération, France Info, etc. Ils font quand même un travail remarquable. Ils ont par exemple fait un travail ils ont très rapidement débunké cette histoire de montre, et ils ont fait un travail pendant la pandémie aussi. Donc il y a aussi ce travail médiatique qui est fait. Mais sur la définition du complotisme, par exemple, il y a quelqu'un qui était sur un plateau télé et qui disait « Pour moi, le marxisme est un complotisme. » Parce que c'est l'idée qu'il y a une guerre de classe entre un prolétariat et une bourgeoisie, etc. Et ça, c'est un peu ce que vous sous-entendiez, cher Laurent, quand vous évoquiez l'idée Macron, président des riches, c'est un discours complotiste, etc. Moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça, au sens où il faut bien différencier la vision politique de la société, des rapports de force qui peuvent être tout à fait exagérés d'ailleurs, hyperboliques. Je pense que en effet, quand on est marxiste, ce qui n'est pas mon cas, je vous rassure, mais quand on est marxiste, on va avoir tendance à exagérer certains aspects, mais il me semble pas que c'est du complotisme. Et pareil, analyser, par exemple, le gouvernement actuel dans une lecture qui serait un peu plus de classe, etc., me paraît pas non plus du complotisme. Parce que pour moi, le complotisme, c'est vraiment une vision globale du monde
qui a vraiment des repères très précis et qui sont assez identifiables. Et je pense que c'est aussi une manière pour beaucoup de gens de simplifier en fait l'explication du monde. Et quand quelque chose est complexe, quand ça demande plusieurs grilles d'analyse, de lecture, que tout n'est pas lié à un lobby ou quoi que ce soit, et bien en fait, la grille de lecture complotiste permet de tout simplifier à l'extrême et de dire c'est en fait quelques-uns qui tirent les ficelles. Alors il y a notamment quelque chose qui revient toujours chez les complotistes et je pense que vous avez dû, Madame la Ministre, le voir, ça c'est le Davos, c'est le Great Reset, tout ça qui a été quelque chose qui a été beaucoup repris par les complotistes. Klaus Schwab, qui est le patron du forum de Davos, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Et alors c'est quelque chose qu'on disait beaucoup, c'est-à-dire que c'est eux qui dirigent le monde. C'est eux, et avec un sous-texte d'ailleurs antisémite, puisque derrière ça, il y avait l'idée qu'il y a aussi le lien avec Israël, des personnalités juives aussi qui complotent, etc. Et donc c'est en fait une lecture simplifiée du monde et qui permet, je pense, qui a une espèce de facilité pour certaines personnes, c'est de se dire « Ah mais moi j'ai compris, vous n'avez pas compris ». Et il y a quelque chose presque de psychologique là-dedans, au sens où on joue aussi sur des affects d'ego, de narcissisme, et qui donne une clé de lecture très très simpliste. Et je pense que c'est important quand même de bien désigner qu'est-ce qui est du complotisme et qu'est-ce qui ne l'est pas, et je crois que quand même il faut tracer une ligne là-dessus. Et la dernière chose, vraiment un mot, je voulais réagir à ce qu'a dit Agnès Buzyn, qui me paraît fondamental, moi vraiment c'est vraiment un sujet qui m'est très cher, c'est finalement la question de l'état de droit, c'est-à-dire que nous justement, nous sommes des démocraties libérales, nous sommes des états de droit, et nous ne pouvons pas utiliser les armes de nos adversaires contre eux, et nous avons un devoir d'exemplarité dans la lutte contre ce phénomène-là. De la même manière que nous avions un devoir d'exemplarité dans la lutte contre le terrorisme, par exemple, qui, je pense, malheureusement, je pense que nous avons manqué à notre exigence d'exemplarité, d'une certaine manière, dans certaines procédures que nous avons prises dans le cadre des états d'urgence antiterroristes, qui, pour moi, sont sortis un peu du cadre de l'état de droit. Et je ferai la même remarque, comme vous pouvez l'imaginer, sur la crise sanitaire, où je pense que, à certains aspects, on est sorti un peu de l'état de droit. Et je pense que la même réflexion doit s'appliquer à la lutte contre le complotisme, c'est-à-dire comment lutter contre un phénomène extrêmement dangereux, extrêmement agressif, et qui menace les fondements de démocratie, mais en restant fidèle aux principes de l'état de droit. Et quand je dis les principes de l'état de droit, c'est notamment la liberté d'expression, c'est le refus de la censure, c'est le respect des différentes opinions, mais quand elles sont fausses, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être le plus grand défi qui s'offre à nous. Et c'est là où peut-être que le rôle de tous les journalistes, notamment, et vous avez l'air d'avoir un regard assez critique sur les journalistes par rapport au rôle qu'ils peuvent jouer. Et justement, je pense que le rôle des journalistes qui est de dire là, c'est une mauvaise information et d'arriver à contredire tout le narratif du complotisme, ça peut être aussi un moyen de rester dans le cadre de l'état de droit, tout en évidemment en étant absolument inflexible sur l'antisémitisme, tout ce qui sort évidemment du cadre de la loi, l'antisémitisme, etc., qui sont des délits, qui sont donc c'est ça, je pense, la difficulté qui se présente à nous aujourd'hui. Agnès Buzyn. Peut-être deux réflexions. Une réflexion en tant que médecin. On a parlé tout à l'heure de paranoïa dans le complotisme. Et c'est vrai qu'il y a une grande dimension paranoïaque. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout prend un sens et tout est néfaste. Tout ce que les gens font autour de vous cherche à nuire, en fait, cherche à vous nuire. Et en psychiatrie, on sait que le délire paranoïaque est le plus difficile à déconstruire. C'est une des maladies les plus difficiles à traiter. D'abord parce qu'en général, les gens sont intelligents, la logique est imparable, et ils arrivent, en fait, les grands paranoïaques arrivent à agréger autour d'eux les membres de leur famille, leurs amis, et donc le complotisme fonctionne sur cette paranoïa. Et donc, en fait, je pense que dans l'éducation, il faudrait justement appeler les gens à être attentifs au discours paranoïaque, pour soi-même, en fait, s'empêcher d'y adhérer. Et donc, se dire que les autres ne sont pas forcément malveillants, mais bienveillants, c'est déjà quelque chose qu'on pourrait apprendre très jeune aux enfants, et ne pas voir le mal partout. Or, c'est très compliqué, et le complotisme mais est-ce que les utilise réseaux le même sociaux, ressort. pour revenir à eux,
sont pas construits justement sur la malveillance. Enfin, c'est ce qui fonctionne. Un réseau social bienveillant, je ne sais pas s'il aurait... Non, bien sûr, et c'est pour ça que c'est si compliqué. Et peut-être ma deuxième remarque, elle rejoint un peu ce que disait M. Cappelletti tout à l'heure. C'est le problème de la science aujourd'hui dans notre société. Et la difficulté qu'ont à la fois les journalistes, les politiques, les citoyens à interpréter les faits scientifiques. Et effectivement, où une opinion de n'importe qui prend tout d'un coup exactement la même valeur qu'un fait scientifique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer tout au long de ma carrière de médecin. J'ai dirigé un certain nombre d'agences sanitaires sur le cancer, la Haute Autorité de Santé. Ça m'a frappé de voir à quel point le fait scientifique est mal compris. Le consensus scientifique est mal compris dans la société. Et je regrette aujourd'hui que l'éducation française n'éduque pas suffisamment au raisonnement scientifique, à la démarche scientifique, que nous n'ayons pas suffisamment d'ingénieurs parmi nos politiques, que les journalistes ne soient pas formés, que les juges ne soient pas formés, parce que je vois parfois des décisions de justice, et je ne parle pas du tout de ce qui me concerne, mais vraiment sur des faits scientifiques qui sont complètement à l'encontre des faits scientifiques reconnus et qui sont basés sur une opinion publique voilà, qui ne comprend pas la science. Ça, je pense que c'est aussi un enjeu de société. Au-delà de la lutte contre le complotisme, c'est vraiment revenir aux fondamentaux de la connaissance, et c'est là où je vous rejoins complètement. Laurent Cappelletti, oui. Puis après je reviendrai à vous pour les dernières minutes de l'émission. Oui, enfin, moi je vais complètement dans ce sens en relevant également que, sur les aspects scientifiques, sur les aspects économiques, moi je trouve qu'il y a beaucoup de fake news qui traînent, mais si on prend par exemple la guerre en Ukraine, je trouve que globalement, peut-être que je me trompe, là pour le coup, la plupart des journalistes actuellement ont bien pris la mesure et justement triangulent bien, vérifient bien, et je trouve qu'on réussit sur le sujet. Non, pour revenir sur ce que disait Agnès Buzyn, je crois que le nœud du problème c'est ça, c'est-à-dire c'est quoi la connaissance ? Parce que la connaissance, elle ne se négocie pas en fait. C'est l'accès au réel. En fait, la connaissance, c'est la traduction du réel, c'est la réalité. Donc, ça ne se négocie pas. Ça se conteste. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'une connaissance reste une connaissance, c'est parce qu'en fait, on n'arrive pas à démontrer qu'elle est fausse. Ça, c'est l'épistémologue Karl Popper. Donc, c'est dynamique. Mais en revanche, elle se conteste, méthode contre méthode, mais elle ne se négocie pas. On ne peut pas adapter le réel à sa pensée, à son idéologie. En revanche, ensuite, les décisions qu'on prend s'appuyant sur des connaissances, donc les stratégies, alors là, non seulement elles peuvent se contester, mais en plus, elles doivent se négocier. Voyez ? Et donc, je crois que c'est ce travail, en fait, un peu général, moi, que je verrais vraiment dès l'école primaire, au travers des exemples simples, le grand mot étant derrière ce qu'on appelle l'épistémologie, qu'il faut développer, effectivement, notamment dans les professions qui sont confrontées à, entre guillemets, la vérité. Et effectivement, les journalistes, j'allais dire chaque citoyen qui devient maintenant, avec les réseaux sociaux, un émetteur et un capteur. Parce que le paradoxe dans ce qu'on dit, c'est que les réseaux sociaux, oui, ils ont maximisé le complotisme, mais parce qu'ils ont aussi maximisé la connaissance et sa diffusion. Moi, les articles scientifiques que seuls mes collègues économistes et gestionnaires peuvent lire, parce que c'est pas du tout intéressant, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux applications en fait de recherche, Google Scholar, etc. Il y a une diffusion absolument incroyable. Donc, mais voilà, maximisation de la connaissance d'un côté, maximisation de la déconnaissance de l'autre. Donc, il faut beaucoup plus de réflexe, effectivement, de qu'est-ce qui fait la connaissance, ce qui n'interdit pas derrière l'opinion, la croyance. Mais il ne faut surtout pas l'assimiler à la connaissance. Alors, juste, Mathieu Sama, quelques secondes, et après je reviendrai vers vous, Agnès Buzyn. Je pense que ça aurait été dommage de pas non plus la question de la désinformation, etc. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est la question climatique. Et autour de la question climatique, je me suis aussi rendu compte, en prenant un peu la parole là-dessus, qu'il y avait
un niveau de désinformation autour de ce sujet qui est monstrueux et qui vient évidemment des milieux complotistes, etc., mais pas seulement. Et il y a aussi des journaux, des personnalités, qui sont à l'extrême droite ou voilà, qui font une, j'allais dire chez certains libéraux, mais là Laurent va se fâcher. Mais il y a une forme de désinformation sur la question climatique et qui, je pense aussi, doit nous interroger sur, encore une fois, le rapport à la science et le rapport à la question du consensus scientifique. Quand vous avez un consensus scientifique quasi total, 97% sur le dérèglement climatique et sur ces questions-là, là, je suis d'accord qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on parte de faits, quoi. On ne peut pas partir d'hypothèses qui sont totalement... voilà. Et je pense que l'un des enjeux aussi, c'est sur la question climatique, parce que là, il en va juste de notre survie. Quoi. Donc, alors voilà. ça, c'est une question qu'on évoquera dans un prochain air du temps. Juste un petit mot à Laurent Cappelletti. Après, voilà. ouais. Mais par rapport à ce que dit Mathieu, il a tout à fait raison. Donc je vais vous dire donc là-dessus sur la vision libérale sociale qui est la mienne, donc, et de scientifique. Le GIEC, ses productions scientifiques, c'est incontestable. C'est ce qu'il y a de plus solide à l'heure actuelle. Donc ce n'est pas négociable, ce que dit le GIEC. En revanche, les stratégies reposant sur ce que dit le GIEC, à partir du moment où... Ah là, on est en train de dériver sur... Non, elles sont... Non, mais justement, non, mais il nous reste... elles sont négociables. Elles sont négociables. Voilà. D'accord. On reviendra sur ce sujet à une autre période. Là, je voudrais terminer avec... il nous reste quelques minutes pour Agnès Buzyn. Donc, dans cet épisode, dans cette épreuve que vous avez vécue, l'impression qu'on a tous autour de cette table, c'est que vous êtes retrouvés seuls finalement, seuls en race campagne. Alors comment on fait lorsqu'on est devant un déferlement de ce type-là, et comment on fait derrière pour avoir une vie normale, pour se reconstruire d'une certaine façon, parce que ça doit être éminemment destructeur. Oui, alors d'abord, j'ai indéfectiblement foi en l'homme. Donc ça, c'est dans mon caractère. Et je savais à l'époque qu'on ne retourne pas une opinion publique qui est complètement manipulée dans une période d'émotion intense. Et la pandémie, ça a été une période d'émotion intense. Et donc, je savais que ce n'était pas le moment et qu'il faudrait retravailler ça à froid. Et donc, il y a peut-être un travail de retour d'expérience collectif à avoir. En tous les cas, moi, je le fais aujourd'hui, j'écris et j'espère peut-être un jour pouvoir en parler. Ensuite, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir mettre à distance ce qui a été très violent pour ma famille et qui a beaucoup abîmé mes enfants, malheureusement. Mais d'avoir dans ma vie professionnelle à annoncer des diagnostics atroces à des familles. Et donc, je sais mettre à distance quelque chose qui est de l'ordre de la réputation. Je connais la valeur de la vie. Mon père, vous le savez, était déporté à Auschwitz. Je sais ce qu'est la valeur de la vie. Et tant que je suis en vie, mes enfants sont en vie, ça m'a permis de leur tenir un discours positif en leur disant qu'un jour, nous aurons l'occasion de raconter toute cette histoire, qu'elle sera su et que ce sera peut-être utile aux autres. En tous les cas, je l'espère. Aujourd'hui, je sens bien qu'une certaine opinion publique revient à la raison. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes en France, de citoyens, qui sont modérés, qui sont à la recherche de la vérité, qui sont à la recherche de la paix et qui sont susceptibles d'entendre. Voilà. Est-ce qu'ils sont majoritaires? Est-ce qu'ils vont rester majoritaires? C'est ça la question de l'avenir. Est-ce que ces gens raisonnables vont rester majoritaires? Mais Agnès Buzyn, dernière chose, quelqu'un de moins solide que vous, sincèrement, je pense que si je n'avais pas eu une famille très proche, très aimante et des enfants, ça a été d'une violence incommensurable. Quand vous voyez des journalistes que vous avez admirés toute votre vie, des connus sur les plateaux télé, vous agonir d'injures, vous vomir dessus, alors que tout est faux, que vous savez que tout est faux, mais que vous n'avez juste pas le moyen de le dire.
Voilà, la France a été prise d'une forme de folie liée à la peur. C'était la semaine du confinement, c'est tombé sur les Français comme quelque chose d'inattendu. Pour moi, ce n'était pas inattendu. Je savais qu'on y serait obligé, je le savais depuis longtemps, mais voilà, je comprends ces phénomènes. C'est peut-être parce que je suis médecin, je sais ce que la peur peut faire comme bêtise. Maintenant, je pense que c'est le temps du retour d'expérience collective et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir parler aujourd'hui. Merci, en tout cas Agnès Buzyn. Merci. D'être venu à l'ère du temps. Merci Laurent Capelletti. Merci Mathieu Slama. Merci. Et à très bientôt. C'était L'Air du Temps, une émission animée par Marc Wielinski. L'Air du Temps, c'est un vendredi sur 2, de 12h à 13h sur Radio RCJ. À bientôt pour une prochaine émission.